Il y a 5 jours, le matin du Black Friday, je me suis réveillé à 6 heures précises, la gorge en train de se refermer comme si quelqu'un m'étranglait de l'intérieur. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine de notre maison à San Antonio, les poumons déjà en feu. Et il était là, mon frère Logan, 17 ans, debout au milieu du carrelage, tenant dans ses mains chacun de mes 6 inhalateurs de secours. Il m'a regardé droit dans les yeux, a penché les flacons pour que j'entende le liquide trembler à l'intérieur et a lancé, avec le sourire le plus glacé qui soit, « Alors, tu commences déjà à avoir la poitrine serrée, hein, la perdante ? Si moi je n'ai pas d'asthme, toi non plus. » Je l'ai supplié, ma voix n'était plus qu'un sifflement. Il a simplement ri, « Tu deviens bleu, là. Combien de temps avant que tu t'évanouisses, cette fois ? » Je n'ai pas pu répondre. C'était il y a 5 jours. Ce matin, il tremblait au tribunal pendant que le juge lisait les chefs d'accusation. « Salut, je suis Kayla Carter, 21 ans, asthme sévère depuis l'enfance. Logan a 4 ans de moins que moi. Et ce matin-là, il a décidé que mon prochain souffle dépendrait de lui. Si votre peau se hérisse et que vous voulez savoir comment on est passé de mon propre frère essayant de me regarder suffoquer à lui pleurant menotté, abonnez-vous, parce que l'histoire ne fait que s'assombrir. La première fois où j'ai failli ne pas m'en sortir, j'avais 9 ans. C'était un mardi banal dans mon école primaire de la banlieue de San Antonio. La récré venait de commencer, la chaleur texane approchait déjà les 35 degrés, et un gamin a shooté un ballon de foot droit dans un nuage de poussière. Une seule bouffée de cet air sec chargé de pollen, et ma poitrine s'est verrouillée comme un étau. Je me souviens être tombé à genoux sur l'asphalte, griffant ma gorge tandis que tout devenait flou. Les enseignants criaient, quelqu'un m'a porté jusqu'à l'infirmerie, et la seconde suivante j'étais à l'arrière d'une ambulance avec un masque à oxygène sur le visage. C'est ce jour-là que les médecins ont dit à mes parents que je souffrais d'un asthme persistant sévère, le genre qui devient mortel en quelques minutes si je n'ai pas un inhalateur à portée de main. Tout a changé après ça. Maman et papa sont devenus des gardes du corps à temps plein. Ils ont acheté une petite boîte verrouillée pour la cuisine avec 4 inhalateurs en permanence. Un autre vivait dans mon sac à dos, un dans la voiture, un scotché sous mon bureau à l'école. Ils vérifiaient le taux de pollen chaque matin comme on regarde la météo. Maman a quitté ses gardes du week-end à l'hôpital pour pouvoir m'emmener chez le pneumologue, le docteur Patel. Papa a installé des purificateurs d'air dans chaque pièce. Je suis devenu le centre de leur univers, parce que si je ne respirais plus, plus rien n'avait d'importance. Logan avait 5 ans quand tout ça a commencé. Au début, il ne faisait que regarder, ses grands yeux bruns me suivant partout pendant que maman comptait mes bouffées ou que papa rentrait en courant les jours d'ozone élevé. Puis les petites choses ont commencé. Un matin, l'inhalateur de mon sac avait disparu. On a retourné la maison et on l'a finalement retrouvé sous les coussins du canapé, capuchon ouvert, médicament gâché. Logan a haussé les épaules, il jouait à cache-cache avec mon « jouet ». Maman a ri. Il avait 5 ans. À 7 ans, ce n'était plus drôle. Les nuits d'hiver à San Antonio peuvent tomber à 0, assez froid pour me déclencher une crise. Je me réveillais en sifflant parce que toutes les fenêtres du couloir étaient entr'ouvertes. Logan était là, en pyjama, souriant comme si c'était la meilleure blague du monde. « Il fait trop chaud ici », disait-il. Maman le grondait doucement, refermait les fenêtres, mais le mal était fait, je passais la nuit à trembler sur mon nébuliseur pendant qu'il dormait comme un ange. À 10 ans, il est devenu plus audacieux. Il avait compris que les ventilateurs de plafond dispersent le médicament juste après que j'ai pris une bouffée. Je m'asseyais sur le canapé, essayant de reprendre mon souffle après une légère crise, et soudain le ventilateur rugissait au-dessus de ma tête. Je relevai les yeux, il était dans l'escalier, doigt sur l'interrupteur, attendant de voir combien de temps avant que je recommence à tousser. Maman l'a surpris une fois et l'a privé de sortie pendant une semaine. Une semaine. C'est tout. Il a pris où je cachais mes inhalateurs de rechange, sous l'évier, en haut de mon placard, dans la poche zippée de mon sac de sport. Ils ont commencé à disparaître. Je rentrais de l'école, fouillant ma chambre tandis que ma poitrine se serrait, priant d'en trouver un avant qu'une vraie crise éclate. Parfois oui. Parfois je devais appeler papa au travail et l'entendre paniquer au téléphone pendant qu'il rentrait en trombe. Logan gardait toujours le même air innocent, j'ai rien touché. La réponse de mes parents ne changeait jamais, Logan est petit. Il ne comprend pas. Tu es la grande sœur, Kayla. Tu dois être patiente. Alors j'ai appris à cacher mes inhalateurs dans de nouveaux endroits chaque semaine.
J'ai commencé à vérifier 3 fois les cadenas. J'ai arrêté de leur dire quand un autre disparaissait, parce que je savais ce qu'ils diraient. J'avais 12, 13, 14 ans, et chaque année les jeux devenaient plus dangereux, mais c'était à moi d'être l'adulte. À 15 ans, je ne faisais plus confiance à mon propre frère dans la même maison que mes médicaments. Je faisais semblant de dormir jusqu'à entendre la porte de sa chambre se fermer. Ensuite je descendais compter les inhalateurs dans la boîte. Parfois il en manquait un. Parfois la boîte était ouverte. Je n'ai jamais dit à mes parents à quel point j'avais peur, parce que je savais qu'ils le choisiraient lui, encore et toujours. J'étais devenu très doué pour me protéger, mais je n'aurais jamais cru devoir me protéger de ma propre famille. Il y a 2 ans, tout a basculé, et tout a commencé la semaine où Logan a eu 15 ans. On faisait une petite fête en famille dans le jardin. Maman venait d'apporter le gâteau quand Logan a soudain attrapé sa gorge, les yeux exorbités, et poussé le sifflement le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Il est tombé à genoux, se griffant le cou, le visage virant au violet en quelques secondes. Papa a crié de prendre un inhalateur, maman hurlait son nom, les invités étaient figés. Je regardais, sachant exactement à quoi ressemble une vraie crise, et quelque chose clochait, mais personne ne m'a écouté. Il est parti en ambulance. À l'hôpital, 2 heures plus tard, il est revenu avec un tout nouveau diagnostic, asthme sévère, comme moi. À partir de ce soir-là, Logan est devenu le patient vedette. Il a appris à reproduire parfaitement les sifflements, à s'effondrer pile au bon moment quand il y avait du monde. En 6 mois, il a eu 5 passages aux urgences. À chaque fois, il revenait avec de nouvelles restrictions, pas d'odeur forte, pas d'animaux, tous les purificateurs d'air tournés vers sa chambre. Il exigeait son propre nébuliseur et un coffret verrouillé pour ses médicaments, comme j'en avais autrefois. Maman a transformé la chambre d'amis en zone de convalescence pour lui, avec un purificateur d'air de qualité hospitalière qui a coûté 2 mois de salaire à papa. Elle a quitté son poste d'infirmière à temps partiel le jour où Logan a eu sa 3e crise à l'école, elle disait qu'elle ne pouvait pas risquer d'être absente. Elle portait désormais son inhalateur dans son sac, comme elle le faisait avec le mien. Elle vérifiait ses respirations chaque heure la nuit. Papa a installé un 2e frigo dans le garage juste pour les médicaments et la nourriture spéciale de Logan. Il ne me demandait même plus comment se passaient mes rendez-vous médicaux. Quand j'ai eu une vraie crise après la fanfare, il m'a dit de serrer les dents, parce que Logan avait une note du médecin affirmant que le stress aggravait son asthme. Mes propres crises sont devenues des désagréments. Je regardais toute la maison se réorganiser autour de la performance de mon petit frère, et j'étais la seule à voir les fissures. Je l'ai surpris une fois dans le miroir de la salle de bain en train de s'entraîner à trouver exactement quelle teinte de bleu ses lèvres pouvaient prendre en retenant son souffle. Une autre fois, j'ai trouvé un inhalateur complètement plein dans sa poubelle, capuchon encore mis, jamais utilisé. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait eu besoin de 6 renouvellements en 1 mois, il a juste souri et dit « On dirait que le mien est pire que le tien maintenant, hein ?» Une seule personne m'a cru quand j'ai dit que quelque chose clochait. Skylar Nagant est ma meilleure amie depuis la 5e. Elle m'a vu traverser de vraies crises, celles qui finissaient à l'hôpital, branchée à un ventilateur. Elle a commencé à dormir plus souvent chez moi, surveillant Logan comme un faucon. On restait dans ma chambre à chuchoter tandis qu'il se mettait à tousser exprès assez fort pour que ma mère accoure. Skylar a remarqué qu'il n'avait des symptômes que lorsqu'une personne importante était là, qu'il pouvait courir des tours entiers en EPS les jours où le coach surveillait, mais s'effondrait dès que maman arrivait pour le chercher. J'ai essayé de parler à maman. Je lui ai montré les inhalateurs intacts, la précision de chaque épisode. Elle m'a regardé comme si j'étais la pire sœur du monde. Kayla, ton frère est malade. Arrête d'essayer de ramener tout à toi. Papa l'a soutenu. Tu as déjà eu ton moment au centre de l'attention. Laisse Logan avoir le sien. Alors j'ai fermé ma bouche. J'ai commencé à cacher mes propres médicaments dans la voiture de Skylar, au cas où. Je souriais quand Logan obtenait de nouvelles restrictions qui rendaient ma vie plus compliquée. J'avalais ma rage chaque fois que maman oubliait de renouveler mon ordonnance parce qu'elle courait à la pharmacie pour lui. Logan avait pris tout ce qui m'avait appartenu, l'inquiétude de mes parents, leurs attentions spéciales, leur protection constante, et il l'avait fait avec un jeu d'acteur parfait et un sourire. Et pendant presque 2 ans, il s'en est tiré. Thanksgiving dernier a été la première fois que le masque est tombé devant tout le monde. On était 23 serrés autour de tables pliantes qui s'étendaient de la salle à manger jusqu'au salon. Dinde, tamal, 3 sortes de tartes, le chaos texan complet.
Skylar passait la nuit parce que ses parents étaient hors de la ville, et elle était déjà nerveuse, surveillant Logan comme s'il était une bombe prête à exploser. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé pour aller aux toilettes et j'ai remarqué que Skylar n'était plus dans le lit d'appoint. 10 minutes plus tard, elle est revenue dans la chambre, son téléphone serré contre sa poitrine, les yeux énormes. « Tu dois voir ça », a-t-elle murmuré avant de lancer la vidéo. La lumière du garage était allumée. Logan était assis sur une vieille chaise de jardin, les pieds posés sur une glacière, en train de tirer sur une vape vert fluo comme si c'était la chose la plus normale du monde, des nuages épais, pas de tout, pas de sifflement, juste lui qui riait devant son écran. 27 secondes de preuve pure. Skylar avait tout filmé depuis la porte latérale. Je suis resté à fixer l'écran jusqu'à ce que mes mains tremblent. Demain, j'ai dit. On en finit demain. Le matin venu, la maison sentait le café et la cannelle. Tout le monde passait des assiettes, se disputait à propos du football, les enfants couraient partout. Logan a attendu que les tables soient pleines, que chaque tante et cousin ait une assiette, puis il s'est levé, s'est agrippé la poitrine et a offert la prestation de sa vie. Il haletait, titubait, renversait une chaise. Son visage est devenu rouge, puis violet. Il est tombé à un genou en faisant ce son étranglé qu'il avait si bien perfectionné. Maman a hurlé et a foncé chercher son inhalateur de secours. La moitié de la table s'est levée. Quelqu'un a crié d'appeler le 911. Skylar s'est levé tranquillement, a marché jusqu'à la télé du salon et a diffusé la vidéo depuis son téléphone. La pièce est devenue totalement silencieuse, sauf pour le sifflement de la vape de Logan qui remplissait l'écran de 165 cm. On voyait le nuage à l'arôme cerise flotter autour de sa tête pendant qu'il scrollait TikTok. 27 secondes ont semblé durer 27 ans. Logan s'est figé en plein milieu de son numéro, la bouche ouverte, la main toujours posée sur sa gorge en simulant. Notre voisin, Gérald, Jerry, Hammond, un ancien pompier de San Antonio, était là ce matin-là pour déposer une tarte préparée par sa femme. Il garde toujours un saturomètre sur son porte-clés par habitude. Avant que quiconque ne parle, il était déjà à genoux à côté de Logan, lui glissant la pince au doigt. 99%. Jerry a levé les yeux, la voix plate. Ce gamin a une oxygénation parfaite, meilleure que la mienne. On aurait entendu une fourchette tomber. Le visage de papa a pris la couleur de la sauce au canneberge. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu hausser la voix contre Logan, dans le salon. Maintenant. Le reste d'entre nous l'a suivi comme dans un cortège funèbre. Maman pleurait déjà avant même que papa ne commence à parler. Il a forcé Logan à remettre la vidéo sur grand écran. L'a obligé à regarder son propre mensonge en 4K tandis que 23 membres de la famille le fixaient. Puis papa a tranché. Tu as 30 jours pour faire tes bagages et te trouver un endroit où vivre. Tu as fini de te nourrir de la peur de cette famille. Tu as fini de faire semblant d'être malade. Et tu as définitivement fini de reléguer ta sœur au second plan. Logan a essayé les larmes. Quand ça n'a pas marché, il a essayé de crier qu'on était tous jaloux de lui. Quand personne n'a mordu à l'hameçon, il est devenu glacé. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis maman, puis papa, et a dit la seule phrase que je n'oublierai jamais, vous allez tous vous souvenir de ce Thanksgiving chaque jour pour le reste de votre vie. Il a attrapé ses clés, a quitté la maison, et a claqué la porte si fort que la couronne est tombée. On ne l'a pas revu pendant des semaines. Black Friday, 6 heures du matin, je me suis réveillé en suffoquant, sans raison apparente. Mes yeux se sont ouverts d'un coup dans le noir. L'étau familier se refermait déjà autour de ma poitrine, serrant un peu plus à chaque battement de cœur. J'ai tendu la main vers la table de nuit, vide. Le petit inhalateur orange censé être là tous les soirs avait disparu. J'ai arraché le tiroir et en ai vidé le contenu sur le lit. Rien. Mes poumons commençaient à hurler. J'ai posé les pieds sur le parquet glacé et je suis descendu en titubant, une main sur le mur pour garder l'équilibre. J'ai dévalé les escaliers par deux, chaque marche envoyant un choc dans mes côtes. La lumière de la cuisine était déjà allumée. Le coffre verrouillé, fixé au comptoir, béé comme une bouche, le couvercle pendu à une charnière. Vide. J'ai ouvert le frigo si violemment que les bouteilles ont tremblé. La boîte de secours avait disparu. J'ai fouillé les étagères du garde-manger, le tiroir à bric-à-brac, le coffre-clé dans le bureau de maman. Tous les cachettes que j'avais perfectionnées depuis un an avaient été pillées.
C'est là que les sifflements ont commencé pour de vrai, aigus, secs, impossibles à arrêter. Je me suis retourné, la poitrine soulevée par des spasmes, et il était là. Logan se tenait dans l'embrasure entre la cuisine et le garage, capuche relevée, main derrière le dos. Un sac plastique transparent pendait à ses doigts, lourd. À travers le plastique, je voyais les fonds argentés de 6 inhalateurs de secours alignés comme des balles. Il était revenu au milieu de la nuit, avait crocheté chaque serrure de la maison et pris les seules choses qui me maintenaient en vie. Il a soulevé le sac lentement et lui a donné une secousse paresseuse, faisant teinter les canistères. « Bonjour, Kayla. Bien dormi ?» Mes genoux ont flanché. Je me suis agrippé au plan de travail pour rester debout. La première vraie contraction a frappé. Mes voies respiratoires se sont refermées de moitié. Je pouvais entendre le sifflement à chaque souffle. Logan. C'était un croassement. Rends-les-moi. Il est entré pleinement dans la lumière, a resserré le cordon et a passé le sac autour de son poignet comme un trophée. Rends-les-moi. Il a ri, court et amer. Après tout. 17 ans où tu étais la seule qui comptait parce que tu ne pouvais pas respirer, hein? 17 ans où j'étais invisible. Maintenant tu vas le sentir pour de vrai. Un autre sifflement m'a arraché la gorge. Ma vision s'est rétrécie. Je me suis laissé glisser contre le placard jusqu'à m'asseoir à même le carrelage, les jambes écartées, essayant d'aspirer un air qui n'entrait plus. Il a avancé lentement, ses bottes résonnant. Tu veux savoir à quel point ça a été facile? Clé de secours sous la fausse pierre. Même code sur le coffre depuis que t'as 12 ans. Tu t'es ramolli, Kayla. T'as cru que j'étais parti pour de bon. Il s'est arrêté à 60 cm et s'est accroupi, nos visages à la même hauteur. Je les ai tous pris. Chambre, coffre, frigo, salle de bain, armoire, même celui que t'avais caché dans la boîte à gants de Skylar le mois dernier. 6 inhalateurs. C'est tout ce qui se dressait entre toi et ce moment. Mes lèvres picotaient, devenaient engourdies. Je sentais le bleu monter. S'il te plaît, ai-je soufflé. À peine un murmure. Logan a incliné la tête, me détaillant comme un projet scientifique. S'il te plaît. C'est tout? Pas d'excuses. Pas de je sais, je suis désolé, j'ai volé la vie de nos parents. Il s'est relevé et a fait osciller le sac comme un pendule. Je pourrais sortir maintenant et laisser la nature faire son travail. Où? Il a sorti de sa poche le petit marteau-piqueur qu'il m'avait déjà montré, celui dont il savait exactement où papa le rangeait. Je pourrais m'assurer qu'on ne retrouve jamais une seule dose. Mon cœur cognait si fort que je croyais sentir mes côtes craquer. Une autre secousse m'a plié en deux, mon front heurtant le carrelage, un sifflement tellement fort qu'il remplissait toute la cuisine. Logan a enjambé mon corps, a posé le sac sur l'îlot et a aligné les 6 canistères argentés en une rangée parfaite sous les suspensions. Le temps tourne, grande sœur, a-t-il dit doucement. Il m'a demandé, combien de temps avant que tu t'évanouisses? 8 minutes 10. Voyons ça. Il leva le marteau. À toi de jouer. Il n'attendit pas ma réponse. Logan me tourna le dos une seconde, fouilla dans le tiroir sous la cafetière et en sortit le petit marteau rouge à tête fendue que papa utilisait toujours pour accrocher les photos de famille. Il aligna les 6 inhalateurs de secours parfaitement droits sur le granit froid, espacés exactement de 5 cm, comme s'il avait répété ce geste 1000 fois dans sa tête. Puis il baissa les yeux vers moi, toujours à genoux, haletant si fort que tout mon corps tremblait à chaque inspiration inutile. 6 inhalateurs, murmura-t-il. 6 chances que tu as eues. Voyons combien tu mérites vraiment. Il leva le marteau. Le premier coup s'abattit vite et net. Crac. Le plastique éclata en éclats blancs. Un nuage épais d'albutérol jaillit, emplissant la cuisine de cette odeur médicinale plus familière que mon propre parfum. Celui-là, c'est pour chaque fois où tu as eu un deuxième gâteau d'anniversaire parce que le premier pouvait contenir des noix. Deuxième coup, crac. Un autre inhalateur se rompit, une brume blanche giclant sur le frigo en inox et le couvrant d'un voile fin. Celui-ci, c'est pour toutes les vacances qu'on n'a jamais faites parce que la cabine n'était pas assez adaptée à l'asthme de princesse Kayla. Mes bras lâchèrent, je m'effondrais, les paumes claquant sur le carrelage, essayant de ramper vers n'importe quel endroit où l'air existait encore. Le sifflement était constant maintenant, un bruit aigu et terrifiant qui résonnait sur le carrelage espagnol. Logan tournait autour de moi lentement, le marteau pendant à sa main.
Troisième coup, crac. Le médicament se répandit sur le sol comme de la neige artificielle. Pour chaque spectacle scolaire que maman a raté parce que tu avais fait une crise la veille. Il s'arrêta devant l'îlot, sortit son téléphone, le posa contre le saladier à fruits, caméra pointée sur moi. La lumière rouge s'alluma. L'heure de ta confession, grande sœur. Il brandit le 4e inhalateur devant l'objectif. Dis à la caméra que tu m'as appris à simuler l'asthme pour que j'aie enfin l'attention que je méritais. Dis-le clairement, et peut-être que je m'arrête à 3. J'essayais de secouer la tête. Mes lèvres étaient violettes, je le sentais, ma langue, trop grosse pour ma bouche. Il attendit 5 secondes, haussa les épaules. 4e coup. Crac. Le marteau laissa une éraflure dans le granit. La brume blanche retomba comme un brouillard empoisonné. Pour chaque matin de Noël que j'ai passé sur un parking d'hôpital pendant que tu recevais tes cadeaux dans ta chambre. J'étais à plat ventre maintenant, la joue plaquée sur le carrelage glacé, mes ongles griffant inutilement en tentant de me traîner vers la porte-fenêtre. Ma vision pulsait de noir à chaque battement de cœur. Logan enjamba mon corps, bloquant la sortie, et ramassa le 5e inhalateur. Celui-là, c'est pour les 2 années où j'ai dû faire semblant de mourir juste pour exister dans cette maison. Il le tint à quelques centimètres de mon visage, le secoua pour que j'entende la dernière dose encore liquide. Dis les mots, Kayla, j'ai appris à Logan à faire semblant d'être malade pour qu'il reçoive de l'amour. Dis-le et je te laisse celui-ci. J'ouvris la bouche. Rien ne sortit, juste un râle humide et brisé. Les larmes coulaient dans mes cheveux. Il soupira, presque déçu. 5e coup. Crac. La cartouche éclata juste au-dessus de ma tête. Le médicament froid tomba sur mon visage, dans mes yeux, ma bouche ouverte, mais rien n'atteignit mes poumons. Plus qu'un. Logan s'accroupit à côté de moi, le téléphone toujours en train d'enregistrer, et écarta une mèche de mes cheveux comme il le faisait quand j'étais petite et que je faisais des cauchemars. Tu sais pourquoi est le dernier, murmura-t-il. Pour chaque jour où j'ai souhaité être celui qui ne respirait pas, juste pour que quelqu'un s'en soucie. Il se releva lentement, leva le marteau au-dessus de la dernière cartouche argentée et fixa la caméra. Un dernier mot, Kayla. Mon corps convulsa dans un ultime sifflement désespéré. La pièce n'était plus qu'un voile noir. Je sentais mon cœur rater des battements, abandonné. Il sourit, le sourire le plus froid et le plus vide que j'ai jamais vu. Temps écoulé. Le marteau tombait déjà quand la porte arrière explosa hors de ses gonds. Jerry Hammond, 68 ans, 110 kilos de muscles d'ancien pompier de San Antonio, surgit comme un bélier. Le tuyau d'arrosage encore dans sa main gauche, projetant de l'eau en entrant. Il arrosait ses rosiers à 6h30 quand il a entendu un son, un long sifflement inhumain, désespéré, venu de la fenêtre ouverte de la cuisine, suivi de coups faibles et affolés contre la vitre. Il lâcha le tuyau, franchit la clôture d'un bond, enfonça la porte d'un coup parfaitement placé. Le bois éclata. Le pêne sauta. Jerry comprit la scène en une seconde, moi étendu au sol, peau couleur de cendre, lèvres violettes, yeux révulsés. Logan au-dessus de moi, marteau levé. 6 inhalateurs détruits libérant des nuages blancs comme de la neige chimique. Lâche le marteau. Maintenant. L'ordre claqua comme un coup de feu. 30 ans à courir dans des immeubles en flammes vibraient encore dans sa voix. Le marteau tomba. Jerry fut à genoux près de moi en moins de 2 secondes. Ses énormes mains basculèrent ma tête, dégagèrent mes voies aériennes, scellèrent sa bouche sur la mienne. 2 insufflations. Ma poitrine se souleva sous ses paumes. Puis il chercha mon pouls. Faible. Filant. Allez, Kayla. Batte-toi. Il commença la réanimation complète, 2 insufflations, 30 compressions, encore et encore. Ses genoux craquaient sur le carrelage dur, mais il ne ralentit jamais. Entre 2 cycles, il attrapa son téléphone, appela le 911 en haut-parleur, donna l'adresse et la situation si clairement que l'opérateur comprit tout en 10 secondes, femme de 17 ans, privation intentionnelle de médication de secours, asthme sévère, cyanose, inconsciente. Besoin d'une équipe médicale et de la police en urgence, code 3, 1427 Cactus Renlan. Suspect sur place. Les sirènes se rapprochaient. La caserne 51 n'est qu'à 6 minutes, et ce jour-là, ce fut moins. La police entra 4 minutes et demie plus tard, armes dégainées. 2 pompiers de l'équipe arrivèrent avec le matériel.
Jerry ne cessa les compressions que lorsque le paramédic prit le relais. Ils me mirent un masque à oxygène, lancèrent un nébuliseur continu, injectèrent de l'adrénaline 4 pendant qu'un autre posait la ligne. De l'autre côté de la cuisine, les policiers plaquaient Logan face contre terre, une genou dans le dos, les menottes cliquetant. Le dernier inhalateur roula hors de sa main et s'arrêta contre mon pied nu. « Vous avez le droit de garder le silence. » Logan ne dit rien. Ils l'emmenèrent. Jerry resta près de moi, tenant ma main, me murmurant « Tu es en sécurité maintenant. Respire avec le masque. Je suis là. » Ils me hissèrent sur la civière, me sortirent par la porte détruite, passèrent devant le tuyau abandonné qui arrosait toujours l'allée. Le soleil se levait, brûlant, quand ils me chargèrent dans l'ambulance. Jerry monta avec eux, son ancienne équipe, et tint mon masque tout le trajet jusqu'à l'hôpital universitaire, sirène hurlante. J'ai fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance. Ils m'ont ramené. 48 heures plus tard, je me suis réveillé en réanimation avec une sonde dans la gorge. Maman dormait dans un coin. Papa pleurait à la fenêtre. Quand ils ont enfin retiré la sonde, le médecin a dit « 2 minutes de plus sans intervention et on la perdait ». Logan n'a pas vu la lumière du jour cette semaine-là. Ils l'ont gardé en détention pour mineur avant de décider de le poursuivre comme adulte. Jerry est resté avec mes parents chaque jour. J'étais sous sédation. Il m'apportait du café pour maman, disait à papa que ce n'était pas leur faute, et m'a promis, quand j'ai enfin pu entendre de nouveau, qu'il ne partirait pas tant que je ne sortirais pas de cet hôpital sur mes 2 pieds, il a tenu parole. Aujourd'hui avait lieu l'audience préliminaire au tribunal du comté de Bexar. J'y suis entré sur mes 2 pieds, portant encore les traces légères des compressions thoraciques, sentant encore le goût de l'albutérol chaque fois que j'avalais. Maman me tenait un bras, papa l'autre. Skyler et Monsieur Jerry étaient assis juste derrière nous dans la salle. Logan se trouvait déjà à la table de la défense, combinaison orange trop grande, chevilles entravées, fixant le sol. Le procureur a exposé les faits froidement, un chef d'accusation pour agression aggravée avec arme dangereuse selon l'article 22 du Code pénal du Texas, l'arme dangereuse n'était pas le marteau, mais la suppression et la destruction délibérée d'un médicament vital pour une personne qui en dépend. Au Texas, c'est l'équivalent de braquer une arme chargée. Ils ont diffusé la vidéo de la caméra piéton en audience publique, 65 secondes de Logan alignant mes inhalateurs, abattant le marteau, disant à la caméra que c'est moi qui lui avais appris à simuler l'asthme alors que je virais au bleu sur le sol de la cuisine. Le juge n'a pas bronché, mais la moitié de la salle a laissé échapper un cri. L'avocat commis d'office a plaidé l'adolescent perturbé, enfance difficile, sentiment de négligence, appel à l'aide. Le procureur a répliqué avec l'appel au 911, les inhalateurs détruits, et le fait qu'il avait filmé toute la scène comme preuve. Le juge a mis moins de 10 minutes, 5 ans de probation, condamnation pour crime, gestion obligatoire de la colère, 500 heures de travaux d'intérêt général, et une ordonnance pénale de protection interdisant tout contact. La moindre violation, et il purge les 5 ans complets au TDCJ. Clair ? Logan a hoché la tête. Il a enfin levé les yeux quand on m'a appelé à la barre pour la déclaration de la victime. Je me suis avancé, les mains tremblantes, et j'ai prononcé les seules paroles que j'avais préparées, « Tu as cessé d'être mon frère au moment où tu as décidé que mon dernier souffle serait ta vengeance. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de sœur, et je n'ai plus de frère. Pour toujours. » Je n'ai pas attendu sa réaction. Je suis retourné auprès de ma famille. Le même après-midi, papa a engagé un serrurier, chaque porte, chaque fenêtre, chaque portail a reçu un nouveau verrou. Maman a supprimé le numéro de Logan, l'a bloqué sur toutes les plateformes, l'a effacé de tous les albums photos numériques. Nous avons décroché les cadres des murs et les avons posés face contre terre dans une boîte au grenier. Au coucher du soleil, il ne restait plus aucune trace de son passage dans cette maison. 2 semaines plus tard, l'ordonnance de protection est arrivée par la poste. Logan Carter a désormais l'interdiction légale de s'approcher à moins de 500 yards de moi, de mes parents, de Skyler ou de Monsieur Jerry pour le reste de sa vie. Toute violation constitue un nouveau crime. Son agent de probation possède l'adresse de la maison qu'il ne peut plus jamais approcher. Je garde désormais cet inhalateur au lieu de 6, un dans chaque pièce, un dans la voiture, un sur moi en permanence. Je me réveille encore certaines nuits en cherchant la table de chevet, le cœur affolé, avant de me rappeler que je suis en sécurité. Logan vit quelque part de l'autre côté de la ville chez un cousin qui l'a accueilli. J'ignore l'adresse et je ne veux pas la connaître.
Une jalousie laissée sans contrôle peut transformer la personne qui partageait autrefois votre sang en la plus grande menace de votre vie. Si quelqu'un dans votre entourage cache vos médicaments, détruit vos affaires ou vous blesse pour se sentir important, parlez-en à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Vous méritez de respirer. Vous méritez de vivre. Voilà la fin de mon histoire avec Logan Carter. Il n'est plus mon frère et je suis enfin vraiment libre.